Bonsoir. Alors, c'était pas évident. Ils m'ont dit, OK, venez, passez au TEDx, présentez ce que vous faites. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui vous fait vous réveiller le matin pour faire ce que vous faites dans votre entreprise sociale? Alors, au début, je me suis dit, en fait, moi, j'aimerais plus dormir, en fait. J'ai pas envie de me réveiller le matin. Et donc, je réfléchissais. Et voilà. En fait, la réponse, elle est venue à moi-même. C'est mes enfants. Ils sont venus me réveiller le samedi, vous savez, le matin. Bizarrement, les week-ends, ils sont 10 fois plus énergisés que durant la semaine. La semaine, ils ne veulent pas se réveiller pour aller à l'école. Mais ils sont super chauds le week-end. Et je me suis dit, effectivement, c'est vraiment ça qui me motive. Le 11 mai 2004, j'ai eu mon premier fils, Samy Aboubakarsi. Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec mon épouse Sylvie. Et tout, c'est elle qui l'a porté. J'avoue que je n'ai pas vraiment réalisé. Mais en fait, c'est en sortant de la clinique que j'ai vraiment réalisé ce qui est arrivé. Et c'était vraiment... c'est extraordinaire, en fait. Avoir un enfant, c'est magique. Je ne sais pas si on réalise, mais en fait, c'est un miracle. On part de rien, et on a 1 plus 1 est supérieur à 2, en fait. On revient à 3. C'est quand même complètement fou. On revient à... certains reviennent à plus, d'ailleurs. J'ai un ami qui vient d'avoir des triplés. Je ne l'explique pas. Donc, on fait 1 plus 1 est supérieur à 2. On défie les lois de l'arithmétique et à partir de rien. Et moi, en fait, j'ai mis 1 an à m'en remettre, à vrai dire. Ouais, non, mais j'étais vraiment dans les vapes. J'ai assisté à l'accouchement. Et j'étais comme ça. La gynéco m'a dit, mais a dit à ma femme, qui elle-même avait plus était apparemment plus en forme que moi, vous ne pouvez pas dire à votre mari de sortir parce qu'il n'a pas l'air bien. Et effectivement. Et donc, ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, mais il n'a rien demandé, ce petit gars. Et c'était en train de travailler au fond de moi, cette réflexion. Et en parallèle, en fait, j'étais engagé dans la préparation du sommet mondial de la société de l'information. C'était un gros machin. En fait, on s'était rendu compte que les technologies de l'information étaient en train de bouleverser l'économie mondiale, étaient en train de bouleverser la société. Et donc, quand même, toutes les nations de la planète se sont mises ensemble pour dire il faut qu'on réfléchisse où est-ce qu'on veut aller avec ça. Sous l'égide de l'IUT, donc l'Union internationale des télécommunications, Nations Unies, tout le système onusien, toutes les institutions internationales, la première grande conférence mondiale qui a réuni la société civile, le secteur privé, société civile dans toutes ses composantes, ONG, etc., enfin les syndicats, les organismes associatifs et divers. Tout le monde s'est réuni pour se poser la question, avec tous ces bouleversements, où est-ce qu'on veut aller? Donc, une grosse réflexion de prospective, et ça, c'était en 2005. D'ailleurs, on y a été à Tunis avec mon fils Samy aussi, qui était tout petit, et les Tunisiens aiment beaucoup les enfants en passant. Et donc, j'étais là, on se posait ces questions. J'ai fait une étude sur l'implication de l'Afrique dans ce process, aidé de mon épouse. J'ai la chance, en fait, j'ai une épouse qui est docteur en économie. Moi, je ne suis pas économiste, je suis un entrepreneur. J'ai fait génie informatique. Alors, je suis franco-libano-malien, d'origine sénégalaise, à 4 générations. J'ai grandi entre la France, je suis né en France, mais j'ai grandi entre le Mali, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la France et le Canada. Donc, une ADN assez internationale, en fait. Et au sommet mondial, on était là, tous réunis, à se poser ces questions. Sur cette étude, beaucoup de choses ont émergé. Des enjeux politiques, où aujourd'hui, il faut faire plus avec moins. Où aujourd'hui, on a la possibilité de changer les relations entre le citoyen et l'administration, où on a tout le e-gouvernement qui rentre. Donc finalement, une nouvelle forme de gouvernance qui se met. La gouvernance mondiale qui est en train de changer. On voit que c'est multipolaire aujourd'hui. Le G8 est passé à G20, mais on est en train même de parler de l'étendre. On a des enjeux économiques, une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. En fait, on a un changement de paradigme global. L'économie est en train de se modifier, on le voit bien. Certains parlent de 3e révolution industrielle. Et donc, l'ancienne industrie est en train de partir et une nouvelle est en train d'arriver. Poussée
par ce mainstream des nouvelles technologies, mais aussi des enjeux de société. Quelle société est-ce qu'on veut? On ne le sait pas trop, mais vous savez, l'entreprise qui marchait le mieux dans les années 2000 au Sénégal, dans les technologies de l'information, vous savez ce qu'elle faisait? Vous avez les pages jaunes. Non, pas les pages jaunes, désolé. En fait, le carnet rose, ou je sais plus, enfin bref, c'est 3615 en France. C'est pas très rose en fait. Et donc c'était dans les télécentres, c'était complètement informel. Et donc ces gens, vous cherchez quelqu'un pour passer la nuit, enfin. Et donc voilà, donc c'était pas très rose. Et donc on peut se poser la question, quelle société on veut? La cybercriminalité, avec qui on est en train de parler, etc. La protection des données et tout ça. Ça, c'est la première photo qui est passée, en fait, la première image de la Terre. Alors c'est marrant, je passe après notre ami d'astronomie. Je n'avais pas prévu, sinon peut-être j'aurais eu des meilleures photos. Et donc, aussi un deuxième défi qui arrive, et en fait, qui est peut-être plus important, c'est le défi écologique. C'est le défi écologique. On pense avoir maîtrisé les éléments, parce qu'entre-temps, on a marché sur la Lune, on a toutes sortes de technos. On a fait Rio plus 20. Comment est-ce qu'on le prend en charge, ce défi? On a une Terre qui est magnifique. Mais ce qui est fou, puisque maintenant on est allé, on a vu, on a tourné dans le système solaire, on n'en a qu'une. On n'a pas de planète B. Donc on n'a pas de plan B. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Et quand on regarde, on a un vrai problème. Serge Latouche, professeur émérite d'économie et très engagé, nous a évoqué quelques dates dans lesquelles en fait, on risque d'aller vers une vraie problématique. 2030, donc quand mon fils aura 26 ans, grand risque de crise des ressources non renouvelables. On sait, le pétrole, il a dépassé les $100. Ça ne va pas redescendre. Hein. 2040, il y en aura 36. 2070, il y en aura 66. Et en fait, on a une convergence de crises qui arrive. 2008, on a été carrément interpellé par la crise financière. Moi, à l'époque, je travaillais avec un gros groupe à Dubaï. Pour vous dire, le président du groupe, c'était le ministre de l'économie et des finances de Dubaï. Donc, on se disait, sky is the limit, on a l'argent, pas de problème. On travaille sur toute la région, footprint, etc., blablabla. Mais en fait, on était dans un espèce de grand Madoff. Et à un moment, on se pose la question, finalement, est-ce que tout ça, ça fait sens? Est-ce que tout ce qu'on est en train de faire n'est pas en train de nous revenir à la tête? Il y a une tradition africaine qui est l'Ubuntu. L'Ubuntu, c'est « je suis parce que vous êtes ». On ne peut pas exister seul. On existe parce qu'on est en relation avec les autres. Et on a coupé l'économie, la société, l'environnement. Aujourd'hui, il nous faut revenir à cette conscience globale, revenir à ce sentiment-là. Alors, on se dit, non mais c'est bon, il y a des experts qui gèrent pour nous. Les mecs font des commissions, font des super forums, ils font des sommets de ouf. Ils ont toutes sortes d'universitaires et autres qui se mettent. Juste pour donner quelques exemples. Hein. Lord Kelvin, en 1895, président de la Royal Society, disait « La réalisation d'une machine volante plus lourde que l'air est impossible ». Le mec, il était à la Royal Society, c'était le top à l'époque des scientifiques. Charles Duell, président du Bureau fédéral des brevets en USA en 1899, disait « Tout ce qui peut être inventé l'a été ». Ah bah, c'est le pauvre. 1943, le président d'IBM, pour revenir un peu au techno, Thomas Watson, disait « Je pense qu'il y a un marché mondial pour quelque chose comme 5 ordinateurs ». Bon, à l'époque, les ordinateurs, ils avaient la taille de cette scène, hein, donc on peut comprendre un peu. Plus récemment, au Ghana, en 2010, on s'est rendu compte qu'il y avait un écart de 75% sur le PIB qui avait été calculé par les institutions internationales. Depuis, elles sont remises en question. Donc finalement, est-ce que l'image qu'on voit, est-ce que l'image que nos experts nous renvoient est vraiment la bonne? Est-ce qu'on a intérêt à laisser entre leurs mains? Vous savez, Georges Clemenceau disait « La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie uniquement aux militaires ». Ben moi, je dis la même chose, c'est-à-dire il faut peut-être qu'on se pose la question que notre terre est suffisamment importante, que notre vie est suffisamment importante, puisque finalement c'est de ça qu'on parle, pour qu'on la laisse uniquement aux mains des experts. Et je me dis, bah, mon fils Samy, qu'est-ce qu'il va me dire?
finalement, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? J'ai pas envie que mon fils vienne dans 30 ans et me dise, papa, qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait à mon père en passant. J'ai dit, purée, Supélec, tout ça, t'es gentil, mais vous n'avez pas fait des trucs géniaux, parce que finalement, le développement, on est toujours en train de l'attendre, etc. C'est facile. Et donc, je me dis, peut-être il faut qu'on réagisse, qu'on se pose la question. Il y a une tradition africaine qui nous dit, la nuit dure longtemps, mais le jour finit toujours par arriver. Et le jour finit toujours par arriver. L'Afrique aujourd'hui est un continent fort intéressant parce qu'on a montré la capacité à maîtriser les technologies. On le voit avec le mobile. À l'époque, quand Mo Ibrahim s'est levé pour créer Celtel et dire qu'il va attaquer le marché africain, tout le monde lui a dit que c'est un malade. Il a dit, mais t'es fou, il n'y a pas d'argent là-bas. Comment ils vont acheter ton service? Il a inventé le prepaid et il a créé sa fondation quelques années après, puisqu'il a impacté plusieurs milliards de dollars en vendant sa société. Et on connaît le boom aujourd'hui du mobile sur le continent. D'ici 2020, on prévoit que tous les Africains auront un téléphone mobile. Aujourd'hui, la croissance du mobile est la plus importante sur l'Afrique. Donc, ça demande juste de changer sa perspective aussi. Ça demande de changer le business model. Ça demande de le voir d'une autre manière. De l'autre côté, le retard africain peut être intéressant finalement, parce qu'il y a certains lobbies qui ne sont pas là. Quand vous voyez le Kenya, qui arrive à avoir 20% de son PIB qui passe par le mobile banking, donc la banque mobile, c'est parce que le lobby bancaire n'est pas très présent. Vous savez combien il y a de comptes en banque dans la zone UMOA? Il y en a moins de 5 millions. Toute la zone UMOA. Rien que le Sénégal, on parle de 13 millions d'habitants. Donc, finalement, il y a une grosse marge à faire. Il suffit peut-être d'avoir une nouvelle approche. Et Einstein nous disait, on ne peut pas résoudre les problèmes qu'on a créés en ayant le même système de pensée que quand on les a créés. Et donc, il nous faut, et on a la conviction, moi je suis un serial entrepreneur, j'ai commencé ma première structure, même si j'étais en génie informatique, en fait j'ai commencé dans les pompes à eau. Ouais, c'est comme ça. En fait, à l'école polytechnique de Montréal, on a travaillé sur une pompe à eau manuelle. À l'époque, je pensais que j'allais amener de l'eau potable partout en Afrique. D'ailleurs, c'était la décennie de l'eau, donc c'est la première fois que c'est là où j'ai vraiment déchanté sur les institutions internationales aussi. C'est la décennie de l'eau, on disait qu'on allait amener de l'eau partout, finalement, jusqu'à aujourd'hui, on essaye encore d'amener de l'eau. Donc on avait fait une pompe à eau manuelle qui allait jusqu'à 30 mètres de profondeur, qui pesait 10 kg, qui était en polyuréthane et qui était transportable. Etc. Et donc, je suis fortement convaincu sur le pouvoir transformateur des technologies de l'information. Ça apporte véritablement quelque chose de nouveau qui est en rupture avec tout ce qu'on a pu faire. Ça apporte des capacités qu'on n'a jamais eues pour se connecter surtout et échanger ensemble et pouvoir faire des choses ensemble. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus original aujourd'hui dans les technologies de l'information. La force de l'entrepreneuriat, cette capacité, comme on a vu avec les deux précédents talks, où des gens qui sont motivés par leurs rêves, mais qui transforment leurs rêves en action. C'est ça un entrepreneur pour moi. Qui transforment leurs rêves en action, qui s'engagent dedans et qui le font jour après jour et qui le construisent tranquillement. Mais on a aussi des intrapreneurs, donc cette passion de l'énergie, qui vont faire une action. Et bien sûr, amener de l'innovation et de la créativité. La créativité pour avoir un regard qui est différent sur les choses, plus que l'innovation. Ouais. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci, nous disait Paul Éluard. Et moi, je l'ai vu dans la culture du logiciel libre. La culture du libre et dans tout ce monde des hackers qui ont monté en fait Internet. En fait, dans l'ADN d'Internet, c'est peut-être pour ça qu'on a un paradigme aussi fort et qu'on a un tel changement qui est en train d'arriver, c'est que ils ont fonctionné selon leurs valeurs d'ouverture, de partage, de collaboration. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et donc, ils l'ont injecté dans Internet, peut-être au détriment de ceux qui construisaient Internet, et ça fait partie d'Internet. Internet, on ne peut pas le maîtriser. On essaye d'ailleurs, hein, certains gouvernements commencent à essayer. Il y a tout un débat là-dessus. Et donc, dans ce monde-là, on a une vraie culture du libre. Hein. Alors, quand on parle de logiciel libre, on est à l'Institut français, il y a 10 jours, on a fait une semaine sur la culture libre, justement. On a présenté pas mal de choses. Mais quand on parle du logiciel libre, par exemple, c'est Linux. Ce qui est peut-être le plus connu, mais c'est Firefox peut-être que vous utilisez.
pour faire vos recherches, pour naviguer sur Internet. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que Google fonctionne sur du logiciel libre, que Facebook fonctionne sur du logiciel libre, c'est que 80% des sites Internet tournent sur des serveurs montés par du logiciel libre, etc. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux marcher vite, marche seul ». Effectivement, là, je peux courir. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. Et dans la culture libre, c'est carrément ça. On marche avec les autres, on marche en communauté. Et je pense qu'il faut revenir aussi à ces traditions-là et avancer ensemble. Moi, j'ai longtemps marché tout seul. J'ai été formé plus à l'entrepreneuriat, enfin la culture de l'entrepreneuriat à la canadienne classique, on va dire, néolibérale. Donc je me disais, bon, moi, je fais mon entreprise, j'investis mon argent, mon énergie, je paye les employés, il y a la convention collective, c'est bon, je paye mes impôts, l'État résout les problèmes sociaux et moi, je gère ma part. Chacun est tranquille. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Quand on tourne les salaires, vous prenez le Sénégal, vous avez 300 000 emplois. 300 000 emplois pour un pays de 13 millions d'habitants. La moyenne des salaires est de 100 000 francs CFA. Mais comment on fait? Les 3/4 des gens sont en état de survie. Donc il va falloir repenser le modèle. Le logiciel libre, justement, quand on en parle, le logiciel en tant que tel, c'est que 20% de cette culture-là. Tout ce qui est derrière, c'est ce qu'on ne voit pas et qui propose en fait toutes sortes d'externalités positives avec justement une culture de l'innovation, une culture de la collaboration, une culture du partage, une culture de l'ouverture, de faire ensemble. Et là, on a une vraie révolution en fait dans ça. Et quand vous regardez, c'est pas pour rien que Facebook par exemple est gratuit et arrive à vous amener tous à partager d'une certaine manière. C'est pas pour rien que vous avez des nouveaux modèles qui arrivent comme ça, qui sont pas bâtis sur une logique uniquement commerciale directe. On a des nouvelles approches qui se font. Quand on parle d'entrepreneur, j'ai été élu Ashoka Fellow en octobre. On a cette conviction justement de l'entrepreneuriat social, mais plus, enfin moi je parle d'outrepreneur. Un entrepreneur qui est connecté, qui a un ancrage local, mais une vision globale, donc une connexion globale, qui est connecté, qui a ce souci de la communauté autour de lui, qui a le souci du durable, de l'écologie, qui a ce sentiment-là de faire perdurer la vie, parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Là, on nous dit souvent qu'il faut sauver l'environnement, mais ce n'est pas l'environnement qu'il faut sauver. C'est vrai que si on prend le temps de la création jusqu'à maintenant, qu'on le ramène sur une année, la présence humaine dans la biosphère, c'est les 15 dernières minutes du 31 décembre. Donc on est tout petit dans ça. Il faut qu'on revienne à cette logique-là et qu'on se rende compte. Alors pour ça, on suit la théorie de l'émergence. J'ai déjà éclaté mes 18 minutes. Et donc on a lancé JocoLab, qui est une initiative en fait, qui vise à favoriser la réalisation des opportunités de tous. Et pour ça, on a mis en place un espace. Je vous invite à venir le visiter, comme ça on pourra discuter plus longtemps. Cet espace aujourd'hui est présent dans 5 pays, justement par la force de la communauté. On est autofinancé, etc. Et donc, la communauté, on a vraiment une communauté, on a 78 personnes qui sont passées dans notre espace à Dakar, on a 500 personnes qui sont connectées, on a plus de 3000 personnes au niveau international qui nous suivent. On a ouvert aujourd'hui 5 espaces, on en a un maintenant qui vient d'ouvrir à Saint-Louis, on en a un en France, on en a un à Bamako, à Ouaga, en Côte d'Ivoire qu'on est en train d'ouvrir, des communautés collaboratives qu'on est en train de mettre en place. Et on a découvert qu'en fait, 1 + 1, effectivement, c'est supérieur à 2. Donc, je vous invite à venir découvrir ça avec nous. On s'engage dans les actions aussi. Du Fab Lab, Do It Yourself. Et mon petit Samy, en fait, commence à devenir un hacker et se prépare pour demain. Et je vous invite à venir faire ça avec nous. Merci.